Nafi a grandi dans le silence d'un passé trouble, élevé par un beau-père qu'elle méprisait sans jamais vraiment comprendre. Le jour où il meurt, une clé oubliée ouvre la porte d'un secret déchirant, il n'était pas son père, mais son protecteur. En découvrant la vérité, puis l'horreur enfouie de sa propre naissance, Nafi chancelle. Mais au lieu de transmettre la haine, elle choisit de briser la chaîne de douleur. En adoptant un orphelin, elle réécrit le sens du mot « famille ». Ce récit bouleversant nous rappelle qu'on peut naître dans l'ombre, et choisir de devenir lumière. Le visage derrière le verrou. Le soleil s'éteignait lentement derrière les collines rouges de Gundi. La poussière de fin de journée dansait dans l'air comme une mémoire qui refuse de mourir. Dans la maison silencieuse de Yacine, une femme dans la trentaine se tenait debout devant un miroir fendu. Son regard était fixe, froid, presque absent. Son nom, Nafi. Fille unique d'une mère morte trop tôt, élevée par un homme qu'elle n'a jamais vraiment appelé papa. Ce soir-là, elle n'attendait personne. Pourtant, quelqu'un frappa à la porte. Une voix grave, ancienne, résonna derrière le bois. « Nafi, c'est moi. Ouvre. Je suis venu te parler. » Elle reconnut immédiatement cette voix. Baba Madou, le mari de sa mère défunte. Celui qui l'avait élevée, nourrie, mariée même, sans jamais la comprendre. Nafi ouvrit. Il entra lentement, un bâton à la main, non pas pour se défendre, mais pour marcher. Le vieil homme avait maigri. Ses yeux ne brillaient plus. Pourtant, il portait encore cette noblesse du silence, ce fardeau invisible que les anciens connaissent. « Je sais que tu m'en veux encore, » dit-il doucement. « Je ne t'en veux pas, Baba Madou. Je te méprise. C'est pire. » Il baissa les yeux. Mais ne recula pas. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait par devoir. Tu ne comprends pas encore, mais... » « Par devoir » siffla-t-elle. « Tu as vendu ma vie pour sauver ton nom. Tu as laissé ce mariage se faire. Tu savais qu'il me frappait. Tu le savais. » Silence. Il ne nia pas. Mais ce fut trop. Dans un geste fulgurant, Nafi attrapa le vase ancestral posé sur la commode et le jeta au sol, tout près des pieds de Baba Madou. Il ne bougea pas. Il ferma simplement les yeux. « Je t'ai protégé comme j'ai pu, » murmura-t-il. « Même si tu ne le vois pas. Sors de chez moi. » Il repartit. Lentement. Sans un mot de plus. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que c'était la dernière fois qu'elle le verrait vivant. Le corps et la clé. Le lendemain matin, le village de Gundi s'éveilla sous un ciel gris. Une pluie fine tombait, presque respectueuse, comme si elle savait ce qui allait être découvert. Le fils du voisin, venu livrer du lait comme chaque semaine, frappa à la porte de Baba Madou. Pas de réponse. Il insista. Puis, suivant l'habitude des campagnes, il entra. Et là, dans le petit salon à l'ancienne, sur son fauteuil de bois sculpté. Baba Madou était là. Assis. Les yeux fermés. Immobile. Mort. Un calme étrange régnait. Ni lutte, ni désordre. Juste un vieil homme qui semblait s'être endormi pour toujours, les mains croisées sur ses genoux, comme s'il attendait le jugement. Mais dans la main droite du mort, on trouva une petite clé rouillée, attachée à un fil de cuir rouge. Une clé que personne ne reconnut. Les autorités locales vinrent. Le chef du poste, un homme pragmatique, nota l'absence de traces de lutte. Mort naturelle, conclut-il. Mais dans l'esprit du jeune garçon du lait, un doute resta. Il a vu une femme hier soir. Elle était en colère. Il parlait de Nafi. Ce nom se répandit vite. Et Nafi, ce matin-là, buvait son thé amer, le regard dans le vide, quand un gendarme frappa à sa porte. « Mademoiselle Nafi, nous devons vous poser quelques questions. Concernant la mort de Baba Madou. » Elle ne dit rien. Elle se leva lentement. Elle prit son foulard. Et elle les suivit. Le cœur figé. Car cette clé, elle la connaissait. Elle l'avait vue, un jour, attachée au cou de sa mère. La veille de sa mort. Le testament muet. Le commissariat de Gundi était modeste. 3 pièces, une radio qui grésillait, et un vieux ventilateur qui grinçait sans jamais rafraîchir personne. Nafi s'assit sur la chaise froide en bois. Face à elle, le capitaine vieilli, un homme usé par les années, mais dont les yeux savaient encore lire la douleur derrière les silences. Vous étiez la dernière personne à avoir vu Baba Madou vivant. Vous confirmez? Oui. Et dans quel état était-il? Fatigué. Triste. Comme toujours. Il la fixa. Longtemps. Vous avez crié, selon un témoin. Vous l'avez menacé? Elle haussa les épaules, sans provocation. Est-ce un crime de dire à quelqu'un qu'on le méprise? Il ne répondit pas. Il sortit alors un petit sachet plastique. Dedans, la fameuse clé rouillée. Savez-vous à quoi elle servait? Demanda-t-il. Les yeux de Nafi changèrent légèrement. Mais elle mentit. Non. Il hocha la tête. Puis la laissa partir. Pas assez pour l'arrêter. Trop pour la croire. Mais ce que Nafi ne savait pas, c'est qu'un autre homme avait entendu parler de cette clé.
Maître Daouda, le notaire du village. Un vieil homme à la barbe blanche et aux mains tremblantes, qui, en apprenant la mort de Baba Madou, ouvrit un vieux tiroir. Et là, un document oublié, jauni par le temps. Un testament. Non daté. Non signé. Mais écrit de la main de Baba Madou. À celle que j'ai élevée comme ma fille, je lègue, ce que je lui ai toujours caché. La vérité dort dans le coffre du grenier. La clé est autour de mon cou. Qu'elle sache tout, enfin. Qu'elle sache ce que j'ai tenté de réparer. Daouda blêmit. Car ce coffre, il l'avait vu, une seule fois. Et il savait que ce qu'il contenait pouvait détruire toute l'image de Baba Madou dans le village. Ou bien, tout expliquer. Le coffre oublié. Le grenier de Baba Madou était un sanctuaire silencieux que personne n'avait visité depuis la mort de sa femme, plus de 20 ans auparavant. Une trappe grinçante, une échelle couverte de poussière, et une odeur d'humidité figée dans le bois. Ce fut maître Daouda lui-même qui demanda l'autorisation d'y monter, accompagné de 2 gendarmes. Une fois en haut, la lumière d'une lampe torche éclaira les souvenirs d'un homme silencieux, des habits anciens, des livres religieux, un fauteuil en rotin cassé, et au fond, sous une couverture de toile de jute, un vieux coffre en métal noir, verrouillé. La clé rouillée entra avec difficulté, puis tourna. Un claque lourd résonna. Les gendarmes se regardèrent. Daouda ouvrit. Dedans, il n'y avait ni or, ni argent, mais quelque chose de bien plus lourd. Un cahier à la couverture déchirée. Une photo ancienne d'une jeune femme enceinte. Une enveloppe cachetée portant le nom de Nafi. Et un petit bracelet de bébé, gravé avec 3 lettres. F. Maître Daouda lut à voix haute, à l'ouverture du cahier. À toi, Nafi. Je t'ai élevé comme ma fille, mais je ne suis pas ton père. Tu es la fille de ma femme, et de mon propre frère. Elle m'a supplié de garder le secret pour ne pas briser la famille. Mais il t'a abandonné avant même ta naissance. Et moi, je t'ai aimé. Mal, peut-être. Mais aimé. Silence. Un des gendarmes recula, choqué. Nafi, convoquée sur place peu après, monta lentement dans le grenier. Elle s'attendait à tout, sauf à ça. Elle tomba à genoux. Le bracelet dans une main, la photo dans l'autre. J'ai haï un homme qui a enterré ses propres douleurs pour me protéger, murmura-t-elle. Personne ne dit rien. Mais les larmes de Nafi, elle, parlaient enfin le langage du pardon. Le procès des regrets. Le village de Goundi avait changé. Depuis la révélation du testament et du passé enfoui de Baba Madou, les langues se déliaient. Les anciens murmuraient que tout ça aurait dû rester sous terre. Les jeunes, eux, accusaient. Il a menti à tout le monde. Il a élevé une enfant bâtarde sous le masque de l'honneur. Nafi, elle, ne disait rien. Mais ce silence-là n'était plus celui de la colère. C'était celui d'une femme qu'on regarde désormais comme une énigme vivante. On organisa alors une réunion dans la grande casse commune. Une sorte de procès social, où on ne jugeait ni un crime, ni une faute, mais un homme qui avait vécu 2 vérités en même temps. Autour du feu, les notables, les femmes du marché, les anciens élèves de Baba Madou, et même l'imam. Tous assis en cercle. Au centre, le fauteuil vide de l'homme disparu. Que faut-il retenir de lui? Demanda l'imam. Un long silence. Puis une voix s'éleva, celle de Memouna, une vieille aveugle qui avait toujours gardé ses mots pour la fin. Retenez qu'il a protégé une enfant sans père. Et qu'il en est mort sans jamais rien demander en retour. Quelques têtes hochèrent. D'autres, non. Mais Nafi, debout derrière, avança. Elle portait cette nuit-là le boubou blanc de sa mère, et dans ses mains, le cahier du coffre. Si cet homme était injuste, alors je suis la fille de l'injustice. Elle s'arrêta. Mais si cet homme a aimé, malgré la douleur, malgré le mensonge, alors il m'a donné une richesse que vous ne pouvez pas juger. Et elle posa le cahier sur le fauteuil vide. Pardonnez-le, si vous avez du cœur. Elle tourna le dos. Et partit. Certains pleuraient. D'autres baissaient les yeux. Le feu crépitait toujours, mais dans le silence, c'était Baba Madou qu'on entendait respirer encore. Le pardon brisé. La nuit tomba sur Goundi comme un rideau de velours noir. Nafi marchait seule dans la rue déserte, le cahier de Baba Madou contre sa poitrine. Elle croyait avoir tout compris. Elle croyait que tout était dit. Mais dans le silence de la maison vide, une nouvelle vérité allait la heurter comme une pierre. En feuilletant le cahier, une page s'échappa. Un feuillet agrafé, jauni, collé dans le fond. Une lettre. Non signée. Mais écrite d'une écriture de femme. Elle la lut à voix basse, les mains tremblantes. Je t'écris cette lettre, Madou, car je n'ai plus le courage de parler. Je pars. Pas parce que je ne vous aime pas, toi et ma fille, mais parce que j'ai tout détruit. Nafi n'est pas la fille de ton frère. Elle est la fille, de mon propre beau-père. Il m'a prise une nuit où tu étais parti chercher de l'eau pour la grand-mère. J'ai porté ce fardeau. Et j'ai choisi de me taire. Ne lui dis jamais. Aime-la. Protège-la.
Ne la laisse jamais croire qu'elle est née d'un crime. Le monde s'écroula sous les pieds de Nafi. Ce n'était plus un mensonge. C'était un abîme. Elle tomba au sol, la bouche ouverte, sans son, le cœur tordu par une vérité qui ne ressemblait à rien. Elle était la fille du monstre invisible de sa propre mère. Elle comprit alors pourquoi Baba Madou avait tout enduré. Sa froideur, sa rigidité, sa distance. C'était sa manière de protéger une vérité qu'il trouvait trop sale pour la dire. Et elle l'avait jugée, insultée, humiliée. Le pardon qu'elle avait offert au village, elle n'était même plus certaine de pouvoir se l'offrir à elle-même. Le miroir de l'ombre. Le lendemain, Nafi ne sortit pas. Ni pour aller au marché. Ni pour répondre aux appels. Elle ferma les volets, tira les rideaux, et plongea la maison dans une demi-obscurité. Le monde pouvait bien brûler dehors, elle voulait juste disparaître à l'intérieur. Assise face à un vieux miroir terni, elle observait son propre visage. Ses traits. Son front. Ses yeux. Qui suis-je? Souffla-t-elle. Elle défit son foulard, relâcha ses cheveux, et scruta chaque ligne de son visage comme si elle cherchait à y lire un nom, un passé, une explication. Elle frappa soudain du poing la petite table devant elle. Le miroir vibra. Je ne suis pas le fruit de l'amour? Je suis le vestige d'un crime. Ses larmes tombèrent en silence. Mais aucune ne portait de colère. Elle portait l'errance. Puis elle ouvrit le cahier une dernière fois. Et dans les dernières pages, une phrase, écrite de la main tremblante de Baba Madou. Il n'y a pas d'enfants maudits. Il n'y a que des adultes qui n'ont pas su protéger ce qui était innocent. Si tu lis ces lignes, Nafi, c'est que tu vis. Alors vis. Et ne deviens jamais comme ceux qui t'ont fait du mal. Elle relut la phrase. Encore. Encore. Et lentement, elle prit un ciseau. Elle se coupa une mèche de cheveux. Puis deux. Puis tout. Non pas pour se punir. Mais pour renaître. Ce jour-là, Nafi enterra un nom qu'elle portait depuis trop longtemps. Et choisit de porter la douleur autrement. L'ombre devient lumière. Quelques jours plus tard, le village de Goundi était en effervescence. Une rumeur courait. Nafi veut adopter. Les gens chuchotaient. Elle est instable. Elle n'a même pas d'époux. Pourquoi elle veut un enfant, elle qui a été née du silence? Mais Nafi ne répondait pas aux voix de la rue. Elle marchait tête haute, cheveux courts, vêtue de blanc, comme une veuve qui aurait survécu à sa propre histoire. Elle se rendit au centre d'accueil de Kerem, un orphelinat oublié sur la colline. Là, un garçon de 5 ans jouait seul, en silence. Il ne parlait pas depuis qu'on l'avait trouvé abandonné près d'un puits. Quand Nafi s'approcha de lui, il ne leva pas les yeux. Elle s'accroupit. Elle posa lentement la main sur son épaule. « Je ne sais pas si je suis faite pour être ta mère, dit-elle. Mais je sais ce que c'est de n'avoir personne pour entendre ta douleur. » Le garçon leva les yeux. 2 grands yeux noirs. Trop vieux pour son âge. Il ne parla pas. Mais il posa sa main sur celle de Nafi. Et ce geste-là, simple, minuscule, fut plus fort qu'un cri. Plus fort qu'un pardon. Une chaîne avait été brisée. Dans le bureau du responsable, elle signa les papiers. Et quand on lui demanda le nom de l'enfant, elle répondit. Madou. Il s'appellera Madou. Comme une renaissance. Comme un hommage à l'homme qu'elle avait trop jugé, et qui, dans le silence, avait déposé en elle le courage de réparer. Le dernier pardon. C'était un matin doux. Un de ces matins rares où le vent semble laver les péchés de la veille. Nafi gravit lentement la colline de Sougal, là où reposaient les anciens du village. Le petit Madou marchait à ses côtés, silencieux, tenant sa main. Ils arrivèrent devant la tombe modeste de Baba Madou. Une dalle simple. Une stèle sans fleurs. Nafi s'agenouilla. Elle posa un morceau de tissu blanc sur la terre. Et sur ce tissu, le bracelet gravé. Trouvé dans le coffre. Elle prit une profonde inspiration. Je suis venu, Baba. Pas pour te juger. Pas pour te maudire. Mais pour te dire que j'ai compris. Le vent soufflait légèrement, soulevant la poussière autour d'elle. Tu m'as protégé du pire, même quand je te regardais comme un bourreau. Et moi, j'ai levé la main contre toi, avec mes mots, mes regards, mes silences. Je t'ai agressé sans te toucher. Et c'est peut-être ce qui t'a tué. Elle se tourna vers le petit Madou. Mais je ne veux pas transmettre ça. Pas la haine. Pas le vide. Je veux que cet enfant hérite de ton nom, et de ton courage. Elle posa sa paume sur la terre. Comme une bénédiction inversée. Pardonne-moi, si tu peux encore entendre. Et veille sur lui, maintenant. Veille sur moi. Elle se leva. Le garçon, sans dire un mot, posa à son tour sa petite main sur la tombe. Puis ils descendirent la colline. Lentement. L'ombre du matin derrière eux. La lumière devant. 10 ans plus tard. Le village de Goundi avait changé. L'école était neuve. Une petite bibliothèque portait désormais le nom de Baba Madou, en lettres d'or sur fond de bois.
Un jeune garçon de 15 ans montait à la tribune de la fête du village. Il portait une chemise blanche et un regard calme. C'était Madou. Je suis né sans passé, dit-il dans le micro. Mais quelqu'un m'a offert un nom, une maison, et un silence plein d'amour. Aujourd'hui, je veux être pour les autres ce que personne n'a été pour moi. Dans la foule, Nafi l'écoutait, les mains croisées sur ses genoux. Ses cheveux étaient gris désormais, mais son regard n'avait jamais été aussi clair. Quand Madou descendit de la scène, il alla directement vers elle. Il se pencha. Il l'embrassa sur le front. « Merci, maman » murmura-t-il. Et ce mot, maman, effaça tous les noms maudits du passé. Dans le ciel, les nuages s'étaient dispersés. Et pour la première fois, la lumière ne tombait plus entre les ombres. Elle rayonnait à travers elle. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle a touché quelque chose en vous, si elle a réveillé un souvenir, une émotion, ou simplement un peu d'espoir. Abonnez-vous. Pas seulement pour une vidéo de plus. Mais pour continuer ensemble ce voyage à travers des récits oubliés, des vérités humaines, et des silences qui parlent plus fort que les mots. Votre écoute donne vie à ces histoires. Merci d'en faire partie.